Comme on n'a que 45 minutes pour aborder un sujet absolument passionnant, chaque minute compte. Donc je vous propose qu'on démarre tout de suite. Merci à tous d'avoir répondu présent. On pourrait se dire c'est un peu triste de voir un amphi à moitié vide, mais on sait que voilà, on respecte des consignes. Et voilà, le contexte est étonnant, donc on s'y adapte. Cette nouvelle édition ProDurable 2020 promet d'être riche. Elle met à l'honneur le triptyque sobriété, solidarité et prospérité et entend illustrer un passage à la vitesse supérieure. Alors, la question qui doit être explorée pendant ces 45 minutes est celle de l'entreprise à mission. Comment ce modèle d'entreprise, défini dans la loi française depuis mai 2019, dépasse-t-il le concept de RSE ? En quoi ce modèle intègre-t-il le bien commun ? En quoi ce modèle favorise-t-il la convergence des points de vue de l'entreprise et de ses parties prenantes sur la création de valeurs partagées ? Et devrions-nous souhaiter que toutes les entreprises françaises se dotent d'une mission et l'inscrivent dans leur statut ? Alors, pour explorer cette question, on a la chance d'avoir avec nous 3 dirigeants très concernés. Donc, tout d'abord, Pascal Demurger, qui est directeur général de Maïf, société à mission depuis le vote positif lors de l'AGE du 11 juillet dernier. Très rapidement, Pascal, ancienne élève de l'ENA, vous quittez la direction du budget au ministère de l'économie et des finances pour rejoindre la Maïf en 2002. Vous prenez la direction du groupe en 2009. 10 ans plus tard, vous publiez, en juin 2009, un ouvrage intitulé « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus ». On devine bien vos convictions et j'imagine que tout le monde dans la salle a lu votre ouvrage. Je ne peux pas résister à l'idée de lire quand même la mission de la Maïf, que vous connaissez peut-être déjà. Donc, la raison d'être, convaincue que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous, Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Donc, cette raison d'être est bien sûr assortie de 5 objectifs statutaires, donc depuis juillet dernier. Nous avons ensuite Emery Jacquilla, qui est président-directeur général de Camif, aussi société à mission. Emery, vous ou tu, on va le dire, tu es un entrepreneur. Tu as créé Matelsom en 1995, à l'âge de 24 ans. Pionnier de la vente sur Internet de literie, tu as fait le pari de racheter et de relancer Camif en 2009, en décidant de miser sur la qualité, sur la fabrication française et le développement durable. Emery, aujourd'hui, a une double casquette, puisqu'il est aussi président de la communauté des entreprises à mission. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu t'es intéressé dès 2015 au concept de l'objet social étendu, qui, on peut le dire, est l'ancêtre du modèle de la société à mission aujourd'hui dans notre cadre réglementaire, qui a été théorisé par les mines. Tu t'es mis en chemin, donc, dès 2015 pour formaliser ta mission, 4 ans avant la promulgation de la loi. C'est donc assez naturellement que tu as co-initié la communauté des entreprises à mission en mars 2018, aux côtés de Citizen Capital, des Mines et de Nova Vista, une association à visée d'intérêt général qui regroupe aujourd'hui une centaine de membres qui partagent leurs expériences et savoir-faire de ce modèle et se mobilisent pour le faire rayonner en France et en Europe. Bien sûr, Danone et Maïf sont membres de cette communauté. Là aussi, je ne résiste pas au plaisir de lire ta raison d'être, donc, qui compose la mission de la Camif. Proposer des produits et services pour la maison, au bénéfice de l'homme et de la planète. Mobiliser notre écosystème, collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. 5 objectifs sont associés à cette raison d'être et sont donc statutaires. Et enfin, Marcus Sandmer, directeur général de la division nutrition spécialisée France de Danone, qui regroupe l'alimentation infantile avec Blédina et l'alimentation médicale avec Nutricia. Donc, toutes 2 filiales d'un groupe devenu société à mission suite au vote positif de l'AGE du 26 juin dernier. Marcus, vous connaissez extrêmement bien le groupe Danone, puisque vous y avez fait toute votre carrière. Il faut noter que Blédina a obtenu la certification Bicorp en avril 2019, décernée aux entreprises ayant une solide politique de responsabilité sociétale, devenant ainsi la plus grande entreprise française à être certifiée Bicorp et permettant à Danone d'ailleurs d'avoir 30% de son chiffre d'affaires certifié Bicorp aujourd'hui. Là aussi, très rapidement, la mission du groupe Danone, donc apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre, raison d'être assortie de 4 objectifs aujourd'hui statutaires.
Et dernier point, avant de se lancer dans les échanges, il nous a semblé important de vous rappeler que le concept de la société à mission ne constitue pas seulement un inspirant. Il renvoie à un cadre réglementaire en France maintenant depuis 1 an, celui de la société à mission. Quand on parle d'entreprise à mission, c'est un abus de langage. Vous savez que le mot entreprise n'existe pas dans la loi. Donc ce modèle conduit à une obligation de moyens, peut donc être opposable, mais en même temps, il offre un cadre formel et une facilité juridique pour accéder à cette vision élargie d'une entreprise en société. Très rapidement, même si nombre d'entre vous connaissent l'architecture de la loi, en fait, quand on connaît cette architecture, on comprend parfaitement le modèle de l'entreprise à mission. Je vous la rappelle en quelques mots. Les 2 articles 1833 et 1835 de la loi Pacte donc, sont construits en fusée à 3 étages. Le premier étage de la loi, qui vaut pour toutes les entreprises, a constitué à modifier l'article du Code civil qui définissait la société dans le droit. Donc, cet article, donc l'article 1833, a été modifié avec le rajout de la phrase suivante. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc le principe de la RSE est désormais constitutif de l'intérêt propre de toute entreprise. Il s'agit d'une mise à jour absolument majeure dont on verra certainement les effets à venir, dans les années à venir. Donc on a donc ce socle maintenant qui existe pour toutes les entreprises françaises de prise en considération. Et à partir de ce socle, 2 étages supplémentaires pour les entreprises volontaires et qui le souhaitent. Et c'est là l'idée de génie. Premier étage, ce fameux concept de raison d'être, dont le législateur se garde bien d'en donner la définition. Donc avec cette phrase sibylline, les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. 3e étage de la loi, rappelez-vous, l'homme et la femme sont ainsi faits qu'on regarde toujours vers le haut. Pour les entreprises volontaires également, une société peut faire publiquement état de sa qualité de société à mission si les conditions suivantes sont respectées. Et là, je le dis très rapidement, avoir formulé sa raison d'être et les objectifs, notamment sociaux et environnementaux associés, et les inscrire dans ses statuts, se doter d'un comité de mission, nouvelle gouvernance associée, reporter et se faire contrôler par un organisme tiers indépendant. Et enfin, c'est une qualité révocable. Donc, vous commencez à le comprendre, la mission est donc une raison d'être assortie d'objectifs, l'ensemble loqué dans les statuts. Certains voient d'ailleurs l'étage de la raison d'être comme un chemin vers la mission étant plus structurante, constitue, on l'a vu, un cadre formel et une facilité juridique pour accéder à cette vision élargie de l'entreprise. Et en synthèse, peut-être en moyen mnémotechnique, on pourrait se dire que la RSE répondra à la question « Quels sont nos impacts et comment les traiter ?» Quand la mission répondra à la question « En quoi souhaitons-nous être utiles ?» et que souhaitons-nous pérenniser ou explorer pour rendre cette utilité tangible ? Le « nous » associant le corps social et l'écosystème externe, puisqu'on parle de statut. Et dernier point, avant d'entamer les questions, comme on ne peut pas faire circuler de micro, on vous propose, si vous avez des questions, de les poser au fil de l'eau. On se dédiera un temps à la fin des échanges. Il vous suffit d'aller sur produrable.com, sur le programme, édition 2020, rentrer sur la session et cliquer sur le lien Interaction conférence. Donc Manon, qui est avec nous, regardera toutes les questions et on en traitera, j'espère, le plus possible en fin de session. Sans plus attendre, passons à nos intervenants. Donc j'ai une première question pour Pascal Demurger. Pourquoi avoir saisi l'opportunité de la mission ? En quoi est-ce fondamentalement différent d'une démarche de RSE que vous avez depuis de très nombreuses années au sein de la Maïf ? Et comment les parties prenantes ont-elles été mobilisées, que ce soit à l'interne ou à l'externe, dans cette aventure ? Vous avez 5 minutes, Pascal. Merci, et on rend les copies, c'est ça. C'est plus qu'une question, c'est vraiment un champ très vaste. Bonjour à tous, ravi d'être là. Tu as bien défini, Anne-France, ce qu'était la loi Pacte, avec ses 3 étages, et on voit bien en effet que l'étage de l'entreprise à mission est le plus engageant de loin, puisque l'entreprise qui devient société à mission s'engage à la fois à publier des objectifs précis dans ses statuts, puis une déclinaison annuelle de ces objectifs et à les rendre publics, s'engage à se faire auditer
à la fois par un comité de mission en interne, mais également par un organisme tiers indépendant en externe. Hein, et donc, évidemment, ça correspond à des contraintes relativement fortes. Elle peut, tu l'as dit, hein, le statut d'entreprise de société à mission est révocable. Elle peut perdre ce statut si jamais il est établi qu'elle ne tenait pas les engagements qu'elle a pris ou qu'elle ne poursuivait pas les objectifs qu'elle s'est assignés. C'est donc très engageant de devenir société à mission, et pourtant, nous, on n'a pas hésité l'ombre d'un instant. Et d'ailleurs, la Maïf a contribué en amont de l'adoption de la loi Pacte aux travaux préparatoires de cette loi, tant nous sommes convaincus qu'en effet, il fallait un statut de cette nature pour aider celles des entreprises qui le souhaitent à s'engager encore plus avant. On n'a pas hésité l'ombre d'un instant parce qu'il y a une tradition à la Maïf amplifiée ces dernières années, à la fois une tradition d'engagement, de recherche d'impact positif, que ce soit d'ailleurs pour le vaste monde, hein, d'impact sur l'environnement, d'impact sur la société, sur les questions de l'égalité des chances, etc. Mais aussi d'ailleurs d'impact sur ses parties prenantes immédiates. Pour moi, ça ne fait pas de sens de chercher à avoir un impact positif pour l'humanité en général si on maltraite les parties prenantes immédiates de l'entreprise, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les clients également. Tu l'as dit, Anne-France, la raison d'être de la Maïf est centrée autour de l'idée d'attention sincère portée à l'autre et portée au monde. L'attention sincère portée à l'autre signifie évidemment que on va prendre en compte en premier lieu et de manière sincère à la fois ses aspirations mais aussi ses intérêts. Et donc on voit la portée qu'a cette attention sincère sur ses parties prenantes. Donc le fait de devenir société à mission vient en quelque sorte une manière d'aboutissement, de reconnaissance de ces engagements de la Maïf qui sont relativement anciens. Par rapport à la RSE, puisque c'était également dans ta question, et d'ailleurs c'est le titre, si je comprends bien, de la table ronde, hein, entreprise à mission vers une RSE 3.0. Tu l'as dit, la RSE avait une dimension de réparation en quelque sorte. C'est-à-dire que l'entreprise, à travers la RSE, essayait de réparer, de compenser les éventuels impacts négatifs qu'elle pouvait avoir. La RSE, par ailleurs, dans énormément d'entreprises, était considérée comme, au fond, la somme d'un certain nombre d'actions positives que l'on va conduire, mais que l'on va conduire à côté de l'activité. On crée une fondation, on monte des partenariats avec des ONG, des associations, on aide financièrement, et plus on a de moyens financiers d'ailleurs, et plus ces aides sont importantes. Très bien, c'est super, mais simplement c'est à côté. Et si c'est à côté, ça a un impact relativement marginal au fond. Alors qu'au contraire, être entreprise à mission, se donner pour mission d'avoir un impact positif, c'est le faire au cœur même de son activité. C'est le faire dans chacune de ses activités. Un assureur, ça répare des sinistres qui ont eu lieu, par exemple. Imaginons des accidents de voiture. Le fait de préconiser la réparation plutôt que le remplacement de pièces. Et puis, s'il doit y avoir remplacement, de préconiser le remplacement par des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves. Voilà, c'est un exemple parmi 1000 autres, très concret, mais où on voit bien qu'on essaye, dans le cœur même de notre activité, d'avoir un impact positif. C'est pour moi ça la plus grande différence entre la RSE et l'entreprise à mission. Je suis sûrement déjà dans les 5 minutes ou oui, au-delà. tu es parfaitement dans les 5 minutes. Merci Pascal. Donc on a compris, quelque chose au cœur plutôt qu'à côté. Emery, j'ai envie de te poser la même question. Et peut-être que tu peux, dans le temps imparti, peut-être aussi faire une échappée sur l'enjeu de la communauté. Mais pourquoi la CAMIF a saisi l'opportunité de la mission ? Déjà, il y a 4 ans, on l'a vu. Comment tu t'y es pris ? Et voilà. Et peut-être que la communauté, on en parlera plus tard. Je ne sais pas. À toi de voir. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi on s'est lancé dans l'aventure de l'entreprise à mission ou de la société à objet social étendu ? Parce que la première fois que j'ai rencontré les mines, c'était en 2013. Les chercheurs Armand Hatchuel et Blanche Ségrestin avaient partagé une vision
qui faisait beaucoup de sens pour moi, que l'entreprise ne pouvait pas se limiter à être une boîte à partager le profit, mais qu'elle avait une réelle utilité pour la société, qu'on avait probablement oublié cette question centrale du sens. Et en fait, je crois que c'est ça qui différencie principalement la RSE et l'entreprise à mission. C'est pour moi, RSE, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Et c'est ce qu'apporte justement la raison d'être et la mission. Et la question du sens s'est posée pour nous, non pas immédiatement au moment de la relance de Camif, où on a fait le choix d'un modèle d'impact parce qu'on a compris que c'était la seule voie possible, miser sur recréer des emplois à Niort, où on a installé un centre de relations clients, un centre logistique, où on a déménagé là-bas, miser sur le Made in France, qui n'était pas du tout à la mode à l'époque. Il n'y avait pas encore le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français. Et ça a été pour nous une façon de réengager toutes les parties prenantes de l'entreprise, ce modèle d'impact. Mais très vite, on a fait la reconquête des clients historiques de la Camif qui connaissaient la marque pour y avoir adhéré pendant des années. Et s'est posé la question de l'avenir de l'entreprise. Et l'avenir, c'était d'aller chercher des nouveaux clients. Et à ce moment-là, en 2013-2014, on a commencé à chercher des moyens pour aller chercher des nouveaux clients. Et on a fait aussi une rencontre avec les gens de Citizen Capital, Laurence Magnery. Et ce fonds d'investissement nous a permis d'aller à la conquête de nouveaux clients. Aujourd'hui, 80% de nos clients sont des nouveaux clients qui ne connaissaient pas la Camif avant, qui n'étaient pas clients de la Camif avant. Et avant d'aller chercher les nouveaux clients, on s'est dit, on ne peut pas y aller chercher des gens qui ne connaissent pas la marque sans se poser cette question existentielle du sens de l'entreprise, du sens du projet de l'entreprise, à quoi on sert, quelle est notre utilité. Et cette rencontre qu'on a fait avec les chercheurs a été assez déterminante parce qu'ils nous ont mis sur le chemin du cadre qu'ils avaient imaginé, qui s'est largement retrouvé d'ailleurs dans la loi Pacte. Et donc on a commencé par constituer notre comité de mission. Alors c'était l'ancêtre du comité de mission, on l'a appelé la cellule OSE, la cellule à l'objet social étendu, c'est-à-dire un groupe de 5-6 personnes à qui on a confié comme première mission de définir la mission de l'entreprise. Et donc, pour ce faire, et parce que je ne me sentais pas totalement légitime pour assumer d'afficher une mission qui serait celle que j'avais en tête quand j'ai relancé la Camif, on a fait une démarche, on a entamé un chemin qui s'est avéré assez long, mais très instructif, en interrogeant en fait toutes les parties prenantes de l'entreprise, des clients, des actionnaires, des acteurs du territoire, des collaborateurs, des fournisseurs, sur au fond, à quoi sert l'entreprise, quelle est la valeur qu'elle crée pour vous. Et cette démarche, un peu à 360, elle est assez riche parce qu'elle permet de comprendre quelle valeur apporte l'entreprise pour chacune des parties prenantes. Et si on tient compte du regard de chacune de ces parties prenantes pour mettre ça au cœur du projet, ça renforce énormément le projet de l'entreprise parce que c'est un levier formidable d'engagement pour les collaborateurs, pour les fournisseurs. Ça redonne du sens à l'entreprise et ça vient évidemment accélérer, je dirais, la contribution positive de l'entreprise sur les enjeux sociaux, environnementaux. Donc nous, on a mis 2 ans et demi pour formuler les 2 phrases que tu as citées tout à l'heure en quelques secondes pour définir notre raison d'être. Et une fois qu'on l'avait définie, s'est posé la question de comment on traduit ça dans le projet de l'entreprise et en quoi ça va fondamentalement transformer l'entreprise. Et donc c'est là où on a commencé à réfléchir aussi sur les engagements associés à la mission. On a déterminé 5 engagements qui sont aujourd'hui ce qui mettent vraiment aujourd'hui en mouvement l'entreprise. Un de nos engagements, c'est de faire de l'économie circulaire notre standard. C'est très exigeant, ça demande de revoir entièrement l'offre et est né de ça un certain nombre de projets, comme par exemple le projet Camif Édition. On est en train de passer de distributeur à éditeur pour accélérer cette transition sur l'économie circulaire, faire en sorte que les produits qu'on propose soient plus frugaux, soient pensés pour leur fin de vie, etc. Et donc, tout ça s'est cristallisé en 2017 pour nous, le 17 novembre 2017, quand on a inscrit dans nos statuts cette mission. Et l'inscription statutaire, elle est très importante en fait parce qu'elle permet d'obtenir un engagement fondamental, celui des actionnaires, de tenir compte de la mission et de mettre la mission au cœur de leurs préoccupations et pas exclusivement des enjeux financiers. Voilà. Et donc ça, l'inscription statutaire a été déterminante. Voilà un peu, c'est un chemin qui est assez long. Ce qui est intéressant à dire aussi, on l'observe pas mal dans la communauté des entreprises à mission, les dirigeants qui se mettent sur ce chemin
il faut qu'ils prennent le temps de le faire parce que le chemin transforme. C'est en cheminant qu'on commence sa transformation, qu'on commence sa prise de conscience, qu'on embarque ses parties prenantes. Et ce chemin-là, il vaut vraiment d'être vécu en tant que dirigeant. Et enfin, je terminerai par un point qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de mission, qui ne fait pas sens, elle n'a pas d'avenir. Et pour nous, on l'a ressenti très tôt. On est dans un secteur, celui du e-commerce, qui est, comme vous le savez, pas du tout concurrentiel. Quand vous êtes en face d'Amazon, d'Alibaba, etc., petit Camif, comment on fait pour exister? On existe parce que justement, on est fondamentalement différent. Et parce qu'on a une mission et qui fait qu'on peut, grâce au sens, grâce à un projet qui fait sens et grâce à une mission qui est enthousiasmante dans le projet Camif, résister face à des acteurs qui sont beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus puissants que nous, attirer des clients, retenir des clients, attirer des collaborateurs jusqu'à Niort. Et ça, c'est formidable. Merci beaucoup, Emery. Donc, tu le rappelles, la mission aussi facteur de résilience. Et tu as aussi rappelé un point qui est fondamental, c'est la dimension très collective et collaborative dans la définition d'une raison d'être et de ses engagements, que ce soit avec l'interne et aussi l'externe. Venons-en à vous, Marcus. Quand on regarde le cheminement de Blédina, donc filiale d'un groupe aujourd'hui Société à Mission, une première question peut-être pour se lancer, c'est au fond, qu'attendiez-vous de l'assessment B Corp pour Blédina? Qu'est-ce que vous pouvez constater, même si les choses sont assez récentes, sur une nouvelle dynamique à l'œuvre depuis que Blédina a été certifiée? Et en quoi la marche en avant de Blédina constituerait une preuve de la mission du groupe Danone? Alors d'abord, le business de la nutrition infantile, déjà un business avec beaucoup de sens, et c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans le quotidien. Et pour ça, de vraiment aller plus loin, c'est vraiment quelque chose de très très important. Les premiers 1000 jours sont vraiment très très importants, et ce qu'on voit, c'était qu'on regarde vraiment toutes les initiatives qui existent depuis plus que 10 ans de Blédina. Il y avait beaucoup de choses, mais de plus en plus, c'était difficile, soit pour les employés, soit pour le consommateur, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe. Maintenant, et là, on doit vraiment regarder, c'est que Danone, comme SA en France, est devenue entreprise à mission suite au AG, alors cet été. Nous, comme filiale, nous sommes devenus l'année dernière B Corp. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est poursuivi partout au monde, parce que suite au fait qu'on est un multinational, on cherche quelque chose qui est vraiment reparti partout. Maintenant, quel est l'avantage de B Corp? B Corp, c'est vraiment une certification qui est assez, je vais dire, dure et assez élargie, avec vraiment 200 questions. C'est aussi quelque chose qui est avec un audit, alors avec quelqu'un d'extérieur. C'est quelque chose avec un standard qui sont vraiment semblables partout au monde et aussi évolutif. Alors comme ça, il y a aussi un aspect de s'améliorer, aller encore plus loin, etc. Pour moi, parce que j'ai travaillé au groupe dans tout l'aspect de l'alimentation et de toutes les questions de la révolution alimentaire, c'était vraiment important de travailler avec Blédina directement sur cette certification B Corp. Pourquoi? C'est les employés à la ligne, oui, qui, je vais dire, sont les plus motivés, que maintenant ils comprennent qu'on est en entreprise qui fait du bien. Oui. Parce que B Corp, oui, c'est to be good, oui, business for good. Et je crois que ça c'est assez important parce que de plus en plus, il y a cette déconnexion entre l'action, ce qu'on fait, et tous les impacts qu'on a. Maintenant, l'autre impact qu'on voit aussi, c'est avec les fournisseurs, avec les agriculteurs, et aussi comment je peux impliquer le consommateur. Alors, une chose qu'on fait par exemple, ce sont les cueillettes des curieux. Là, les parents viennent avec leurs petits-enfants chez l'agriculteur et ils voient qu'est-ce que c'est une poire, comment elle grandit. On fait aussi des ateliers avec l'association Good Planet où ils apprennent un peu sur les abeilles, quelle est vraiment la biodiversité, etc. Et comme ça, on essaye d'être un peu activiste avec nos marques et d'aller plus loin concernant toutes ces questions-là. L'autre chose, c'est vraiment comment je peux impliquer beaucoup plus des jeunes parents concernant des transitions. Alors, pour la transition vers une agriculture plus responsable,
et aussi biologiques. On essaie de faire, par exemple, des levées de fonds via Mimosa, où le consommateur peut vraiment supporter des activités et des programmes directs pour qu'il a vraiment la possibilité de reconnecter avec quelque chose avec lequel il était vraiment déconnecté. Et là, on vient aussi sur cette question de l'économie circulaire, parce que qui va être super importante, c'est que vraiment, on a vraiment toutes les parties prenantes et on va les connecter. Et je crois que nous, comme entreprise, et spécialement suite au fait que Bledina est à une certaine taille, nous avons la possibilité de mobiliser les distributeurs. Et je peux vous dire aussi que nous avons maintenant aussi des discussions complètement différentes avec la distribution. Alors on regarde qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qui sont les possibilités qu'on a pour vraiment sensibiliser aussi plus le consommateur. Et ce sont des conversations qu'on n'a pas eues dans le passé. Et bien sûr, la certification B Corp, mais aussi tout ce qui est entreprise à mission, c'est quelque chose qui est vu. Aussi, s'ils ne suivent pas encore, ils sont intéressés parce qu'ils voient qu'il y a une vague du consommateur qui bouge. Et comme ça, je crois qu'on peut vraiment donner l'exemple, montrer le chemin et encore aller plus loin. Et comme j'ai dit, il y a un impact interne, mais aussi externe. Super, merci beaucoup Marcus. Donc ce qu'on pourrait retenir, c'est que c'est la très forte complémentarité entre une étoile polaire qui serait constituée par la mission et un levier tel que Bicorp, qui est en effet un questionnaire très exigeant dans une démarche de progrès continu, et qui a l'énorme avantage, effectivement, de rendre visible la complexité, d'arriver à l'expliciter auprès du consommateur final, et vous l'avez dit, qui mobilise aussi l'ensemble des parties prenantes, internes comme externes, donc vraiment dans un effet d'entraînement. Alors, là où ce qui sera intéressant, parce qu'en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, j'espère que ça va vous intéresser, c'est qu'il parle un peu d'eux. Donc, sur tous ces sujets, les dirigeants, on le sait, sont clés dans ces avancées. Et comment vous-même avez-vous évolué sur cette question du rôle sociétal de votre entreprise et de l'enjeu de valeur partagée? Quelles ont été vos étapes personnelles pour mûrir ce sujet? Alors là aussi, vaste sujet, c'est le gag parce qu'on va vous demander d'y répondre en 3 minutes, mais au moins qu'on puisse toucher du doigt, vous, comment vous avez bougé. Et là, je propose peut-être à Emery de prendre le point. Ce qui m'a fait bouger, c'est de partir à New York déjà. Ensuite, de vivre une expérience au moment de la reprise, un an après, avec une artiste qu'on a fait venir dans l'entreprise pendant 3 mois, qui s'appelle Anne-Laure Maison, qui réfléchissait sur la logique de la maison, et qui a fait une des œuvres qui est restée très marquante pour moi, qui est restée au sol de l'entreprise pendant des années. Choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, elle a eu l'idée géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui faisait l'effort de se lever et d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser au sol en scotchant une bande rose pour relier les 2 bureaux. Et donc l'entreprise s'est comme ça tissée de plein de bandes roses au sol. Et pour moi, ça a été la révélation. Mais en fait, la vraie richesse de l'entreprise, c'est cette capacité à créer du lien avec ses consommateurs, avec ses clients, avec ses collaborateurs, bien sûr, avec ses fournisseurs. Ça m'a mis en chemin en me disant, finalement, c'est ça qu'il faut qu'on réfléchisse à comment on peut créer davantage de liens. Parce que plus on crée de liens, plus on crée de la richesse. Et entre 2 entreprises qui ont strictement le même bilan, celle qui a des liens très forts avec toutes ses parties prenantes, elle va passer la crise. Et on le voit aujourd'hui avec la crise du Covid. Et celle qui n'a pas su tisser ses liens, elle le fera pas. Alors, ça nous a mis en chemin en disant, voilà, par exemple, on a fait le tour du Made in France à partir de 2014. Chaque année, on allait à la rencontre de nos fournisseurs en invitant des collaborateurs et des clients pour visiter les usines et pour travailler ensemble l'après-midi pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production qui sont au cœur de notre mission. Et puis, moi, je pense qu'on ne peut pas être insensible en tant que dirigeant à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, comment moi, je peux contribuer ? Moi, je crois que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. J'ai la chance d'avoir créé ma boîte et d'en avoir reprise une qui est formidable. Ma responsabilité, c'est d'utiliser l'entreprise pour changer le monde. Et notre signature, dès 2009, à la CAMIF, c'était « Changeons le monde de l'intérieur ». Belle signature. Alors voilà, donc qu'est-ce que je peux faire ? Moi, je suis citoyen, je suis consommateur, je suis chef d'entreprise, je suis la même personne, j'essaie d'aligner. Je pense que c'est un exercice qui n'est pas facile. À la conférence précédente, Antoine Frérot l'a dit, on met peut-être toute une vie à s'aligner.
Bah ouais, mais c'est un bel exercice. Et puis après, quand on s'est aligné à peu près soi-même, quand on arrive à aligner aussi l'entreprise et réconcilier l'économie avec le social et l'environnemental, c'est juste une source de plaisir incroyable. Et moi, je fonctionne au plaisir. On a besoin de plaisir et on a besoin d'être fier de ce qu'on fait. Voilà, c'est ça mon moteur. Donc création de liens et réalignement progressif de soi à travers ton Oui, projet et puis c'est d'entreprise. chouette de se dire qu'en fait, peut-être qu'on a aussi une responsabilité de changer de lunettes et de ne pas regarder toujours à très court terme, mais regarder l'impact de nos activités sur le long terme et l'impact de notre activité sur les enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est chouette quand on arrive à réconcilier tout ça. Merci Emery. Pascal, est-ce que tu peux nous partager toi aussi brièvement, on l'a compris à travers l'ouvrage que tu as commis en 2019, mais en quelques mots. Alors, déjà, tu fais bien de parler de changement et d'évolution. Moi, tu le disais tout à l'heure, je dirige la Maïf depuis 2009 maintenant. Ça fait 11 ans. Et j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière extrêmement classique, de manière extrêmement traditionnelle, hein, et en étant focalisé sur des KPI tout à fait classiques. Je me souviens très bien que lorsque j'ai pris la tête de l'entreprise, on s'est lancé dans une transformation assez radicale, et pour dire les choses, pas toujours, comment dirais-je, dans la douceur de l'entreprise. À l'époque, j'avais même dénoncé les accords sociaux, etc. Et ça n'est que progressivement, assez rapidement, mais progressivement, qu'il y a eu chez moi cette prise de conscience. Et j'allais dire une double prise de conscience. D'abord, il y a évidemment une évolution personnelle. Il y a évidemment un certain nombre de convictions personnelles qui se font jour de plus en plus fortement, à la fois parce que le monde qui nous entoure, on voit dans quel sens il évolue. Il y a forcément cette compréhension qu'on arrive au bout d'un système, au bout d'un modèle, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un certain nombre de rencontres, de lectures qui nous ouvrent les yeux. Il y a le fait, tout simplement, moi j'ai 3 enfants, qui aujourd'hui commencent à être grands, ils ont entre 15 et 22 ans. Forcément, le regard de ses propres enfants nous fait considérablement évoluer. Moi, le jour où je me suis rendu compte que non seulement mes enfants ne s'intéressaient absolument pas à ce que je faisais, à mon job, à mon boulot, ils s'en fichaient complètement de savoir qui j'étais, ce que je faisais, etc. Mais qu'en plus, ils ne se reconnaissaient pas finalement dans le monde que je contribuais à maintenir, et qu'ils n'avaient pas du tout envie de vivre dans ce monde-là. Forcément, c'est un choc, et c'est une remise en cause extrêmement forte, et extrêmement positive d'ailleurs, hein, parce que l'avenir, le monde de demain, c'est eux qui l'incarnent, c'est plus moi. Et donc, quel est le sens de contribuer à construire un monde dans lequel ils ne se reconnaissent pas? Donc, il y a bien sûr un cheminement personnel très profond, assez radical même, et au fond, même s'il est progressif, relativement rapide. Mais ceci étant, lorsque l'on est dirigeant d'entreprise, bien sûr, ses convictions propres comptent énormément, mais on ne peut pas non plus diriger l'entreprise simplement sur la base de son éthique de conviction. Il y a aussi forcément une éthique de responsabilité. Et on a la responsabilité de la pérennité de l'entreprise, de la pérennité des emplois. Moi, j'ai 8000 collaborateurs, et je suis redevable de la pérennité de ces emplois. Et donc, il faut essayer de concilier cette éthique de conviction et cette éthique de responsabilité. Et dans le même temps que je prenais conscience d'un certain nombre de choses, notre analyse stratégique nous a conduit à nous dire que demain, notamment du fait de conséquences très fortes de la rupture digitale, demain nous serions confrontés à des concurrents, à des compétiteurs beaucoup plus puissants que nous. Que ce soit des Amazon, des Google, des Alibaba ou d'autres, peu importe. Il y aura demain une transformation du marché de l'assurance sur lequel on évolue, qui fait que l'on aura des compétiteurs contre lesquels on ne pourra pas lutter en réalité. En tout cas, pas avec les armes normales, traditionnelles, classiques de la concurrence. Ils ont une capacité à la fois de collecte et de traitement de la data qui est incomparable avec la nôtre. Or, le métier d'assureur est d'abord un métier de traitement des données.
Ils ont une puissance commerciale qui n'a absolument rien à voir avec celle que l'on peut développer. Ils ont une puissance financière qui leur permet de soutenir une guerre tarifaire de plusieurs années et d'asphyxier les acteurs locaux. On ne peut donc pas lutter avec les armes traditionnelles. Et le seul terrain sur lequel on peut éventuellement lutter, c'est précisément notre singularité. C'est précisément le fait que, eh bien oui, il y a une part de plus en plus importante dans la population française qui considère que sa consommation doit aussi faire sens et qui préfère aller consommer auprès d'acteurs qui ont un impact positif, qui ont un engagement, qui ont un comportement plus positif également, et qui préféreront des marques incarnant ce comportement-là. C'est vrai d'ailleurs en tant que marque employeur, hein, tu le disais, et c'est prodigieux en quelques années la manière dont la Maïf en tant que marque employeur s'est transformée. Aujourd'hui, on a une capacité d'attraction des meilleurs talents qui est absolument phénoménale, ce que l'on n'avait pas il y a quelques années. C'est vrai aussi en tant que marque commerciale, et donc l'intérêt de l'entreprise. Et je crois que c'est ça l'enjeu majeur en réalité. Il faut impérativement que l'engagement de l'entreprise rejoigne à un moment l'intérêt de l'entreprise. Il ne pourra pas y avoir de généralisation de l'engagement dans les entreprises si l'on ne fait pas la démonstration, effort que nous faisons depuis quelques années maintenant, si l'on ne fait pas la démonstration que oui, l'engagement et l'impact positif signifient plus de performance pour l'entreprise. Il ne pourra pas autrement y avoir de généralisation. Donc c'est bien les deux choses, c'est à la fois une conviction personnelle profondément ancrée, mais c'est aussi un choix stratégique que je crois totalement pertinent. Merci beaucoup Pascal. Et Marcus, vous de votre côté, quel a été votre cheminement ? Alors moi, je suis grandi avec le mouvement écologiste en Allemagne. Et presque il y a 20 ans, nous avons, parce que je suis aussi marketeur, nous avons essayé de lancer un yaourt dans un pot biodégradable. C'était un échec total, oui, parce que le consommateur n'était pas prêt. C'était un peu plus cher, parce que c'était un nouveau plastique complètement différent. Mais je me disais, on doit continuer, parce que on doit continuer et vraiment changer notre consommation. Et je crois que spécialement les grands groupes ont vraiment une responsabilité qui est assez importante, et spécialement si on travaille dans l'alimentaire. Notre système d'alimentation est vraiment, je vais dire, à un bout. Nous devons vraiment faire des changements qui sont assez importants. Et pour ça, on travaille sur l'agriculture régénératrice et vraiment aussi des approches différentes. Mais le consommateur doit nous suivre. Et là, nous avons comme dirigeants, mais aussi comme marketeurs, des responsabilités, parce que ça va via l'éducation. Ça commence, comme j'ai dit aussi, vraiment très très tôt, parce que ce sont les enfants qui peuvent vraiment apporter le changement. Nous voyons par exemple sur la nutrition infantile que très très souvent la consommation du bio entre dans le foyer avec l'arrivée du bébé. Pourquoi ? Les parents se posent tout d'un coup une question, quel est le futur de mon monde ? Oui. Avant, parfois, ils ne se demandent pas, oui, parce qu'ils vivent au jour, oui, mais tout d'un coup, il y a un bébé qui est là, il y a une responsabilité pour le futur, et là, tout d'un coup, ils changent aussi leurs habitudes de consommation. Et comme ça aussi, et suite à ça, c'est super important de travailler vraiment sur la nutrition infantile, parce que là, il y a des changements qui vont peut-être plus vite, qui changent aussi plus vite, parce que les parents s'adaptent plus vite. Nous pouvons aussi faire des gestes, je vais dire, avec des décisions, je vais dire, entreprises. Nous avons par exemple décidé de garder les petits pots en verre parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais nous voyons aussi, et là on va travailler, et ça va être une action qui va venir, que par exemple le taux de recyclage, parce qu'en général sur le verre c'est très très élevé, mais parce que ce sont des petits pots, les parents ne recyclent pas. Alors on va les initier de vraiment faire ces gestes. Et ça, c'est quelque chose où nous pouvons travailler, on peut aller plus loin et vraiment faire quelque chose. Et comme ça, je vais dire que, et ça on essaye, on a le concept des manifesto brand chez nous, ça veut dire vraiment des marques qui contribuent à une mission et on essaye vraiment comment je peux être beaucoup plus activiste et comment on peut beaucoup plus impliquer le consommateur. Maintenant, on peut se demander, oui, mais il y a beaucoup de petites entreprises qui font ça. Mais je crois qu'il est super important, c'est vraiment de changer les grandes entreprises. Parce que ça, c'est la grande consommation. Oui, la grande consommation doit changer. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et on doit être vraiment fortement impliqué à ça.
Parfois, il y a des, je vais dire, contradictions qui sont énormes. Oui, parce que vous pouvez me dire, oui, chaque jour, vous avez des pots plastiques, vous avez ça et ça. Oui, je sais, mais on travaille. Oui. Et dès qu'on a changé, l'impact est massif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Très clair. Merci beaucoup, Marcus. Je vois le temps qui tourne. Maintenant, est-ce qu'on a des questions? Peut-être, il nous reste 4 minutes. Alors, c'est qu'on essaie d'avoir des thèmes. D'accord. Comment le fait devenir ça? Ah oui. Donc en fait, c'est des questions. Il y a des questions intéressantes sur l'impact sur les parties prenantes. Donc à la limite, je vous pose la question à tous les trois, si vous pouvez y répondre rapidement. Comment vos collaborateurs ont accueilli ce choix? Comment s'en font-ils les ambassadeurs au quotidien? Comment le fait de devenir société à mission engage-t-il concrètement vos actionnaires? Exemple, dividendes. Envisagez-vous d'aider, accompagner vos partenaires, fournisseurs, sous-traitants, etc. Qui est-ce qui veut prendre la main rapidement? Pascal? Déjà sur les collaborateurs, nous on a commencé par eux en réalité, avec une rupture culturelle, managériale extrêmement forte. On s'est lancé dans ce qu'on appelle en interne, peu importe le terme, mais le management par la confiance, c'est-à-dire une rupture très forte par rapport au style managérial classique reposant sur la hiérarchie, sur je donne des ordres, j'en contrôle l'exécution, je sanctionne la réalisation des objectifs positivement ou négativement, donc le schéma classique que l'on connaît dans beaucoup d'entreprises. Il y a maintenant 5 ans, on a décidé de renverser la table et de se dire, au fond, et de manière sincère, au fond, l'objectif premier du management, ça va être l'épanouissement du collaborateur. Qu'est-ce que l'on fait si l'objectif premier, c'est effectivement l'épanouissement du collaborateur? On va prendre des mesures pour ça. On va chercher d'abord à donner beaucoup plus de sens dans l'action collective de l'entreprise et dans l'action individuelle de chaque collaborateur. On va développer beaucoup plus de la confiance en déléguant beaucoup plus, en donnant des marges de manœuvre, en permettant aux collaborateurs pas simplement d'exécuter un process, mais finalement de trouver en eux-mêmes les réponses, les solutions à des problèmes qui leur sont posés. Donc c'est à la fois plus exigeant, mais aussi infiniment plus motivant, plus stimulant. Et puis en essayant de créer dans l'entreprise un style de relation reposant beaucoup plus sur la bienveillance, sur l'attention, on parlait tout à l'heure d'attention sincère portée à l'autre, plutôt que sur la compétition, plutôt que sur la concurrence finalement entre les individus. Et très rapidement, en réalité, ça transforme radicalement ce qui se passe dans l'entreprise. À la fois en termes, en effet, d'épanouissement de chacun. Tout le monde y trouve son compte. En quelques mois, par exemple, l'absentéisme a baissé de 25% chez nous, ce qui est quand même le symbole. Les gens votent avec leurs pieds aussi, ce qui est quand même le symbole de l'amélioration d'une situation. Mais également, il y a une efficacité collective, un engagement de chacun, une efficacité collective, une dynamique dans l'entreprise qui sont absolument incroyables, prodigieux et qui produisent des résultats énormes. Et donc ça veut dire que le corps social était déjà préparé en quelque sorte à cette évolution. Et c'est avec l'ensemble du corps social que l'on a pris les virages suivants vers un niveau de contribution à la société notamment ou à l'environnement beaucoup plus important. Et pour eux, le fait de devenir entreprise à mission s'est imposé comme une évidence, représente également une très grande fierté. Et en effet, dans la question, il y avait est-ce que ça permet aux collaborateurs d'être les meilleurs ambassadeurs de la marque? Oui, bien sûr, quand on est fier de sa marque, quand on n'est pas en rupture par rapport au management de l'entreprise, par rapport aux relations qui sont développées en interne, quand on est complètement en adéquation avec sa stratégie, avec sa raison d'être, avec sa mission, avec les orientations fondamentales, oui, on en devient le meilleur ambassadeur et on améliore encore la qualité de la relation client. Merci beaucoup Pascal. Je vois qu'il est 11h16. Donc par correction pour la conférence suivante, peut-être qu'on va finir sur un mot de la fin. Alors je réfléchis. Marcus, est-ce que vous pouvez rebondir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et vous en avez un petit peu parlé, sur les conséquences en termes de mobilisation interne et externe
surtout peut-être toute la partie chaîne de valeur prestataire. Et peut-être que je demanderai à Emery, en mot de la fin, de dire est-ce qu'il faut qu'on souhaite que toutes les entreprises françaises adoptent une mission dans leur statut? On a d'autres types de conversations. Alors, par exemple, avec les fournisseurs, juste là, j'ai eu une conversation avec un fournisseur qui est vraiment une petite entreprise à Lyon et qui se demande concernant la politique d'achat du groupe Danone et comment c'est en ligne avec une entreprise à mission. Alors, je vais dire que dès qu'on déclare et on est vraiment à ce niveau-là, ça déclenche des conversations qu'on n'a pas, je vais dire, de la même façon. Parce que c'est la question, OK, quel est l'impact qu'on a? Et on doit être vraiment, je vais dire, responsable suite à ces actions. Et c'est vraiment quelque chose que la contrepartie vous demande. La même chose avec les agriculteurs. Parce que si vous dites, OK, je travaille avec toi, mais j'ai un contrat d'1 an, on dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut travailler? Alors, nous avons maintenant augmenté beaucoup de contrats et prolongé à 3 ans. On travaille aussi, par exemple, Danone avec la filière laitière, etc. Alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont directement dans l'échange suite à cette demande. Ce qu'on peut comprendre derrière les mots de Marcus, c'est que quand on passe société à mission, l'aventure ne fait que commencer. C'est un chemin d'évolution très progressif et on n'est pas du tout dans de la mécanique statique avec des KPI à résoudre. Emery, le mot de la fin, Oui. toutes les entreprises françaises. Oui et oui. Ou pas. Oui, bien sûr. Face aux enjeux qui sont devant nous, qui sont des enjeux environnementaux, sociaux colossaux, on a besoin que toutes les entreprises se mobilisent. Donc évidemment, oui, il faut que toutes les entreprises réfléchissent à leur contribution à la société, qu'elles puissent le formaliser, qu'elles puissent l'évaluer, qu'elles puissent progresser dans leur chemin vers la contribution positive au bien commun. Et pour ça, on a besoin des dirigeants, on a besoin aussi que les dirigeants fassent leur propre chemin, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé la communauté des entreprises à mission. C'est pour qu'on puisse faire connaître ce cadre qui est très structurant et dont on a la chance d'avoir en France avec la loi Pacte, la société à mission, qui est un cadre qui permet de cheminer, de progresser et de faire en sorte que les entreprises soient meilleures pour la société. On a besoin aussi, je pense, de conforter les dirigeants dans ce que tu évoquais tout à l'heure, la réconciliation entre la performance économique et l'inclusion de critères sociaux, environnementaux dans l'objet social même des entreprises. Donc il y a besoin de beaucoup de partage et de retour d'expérience. Quand nous, on a fait le boycott du Black Friday, mes actionnaires m'ont regardé avec des grands yeux en 2017 en disant « Mais t'es complètement fou de fermer ton site le meilleur jour du e-commerce ». On l'a refait en 2018, on l'a refait en 2019. Et aujourd'hui, pendant la crise, ça a été un facteur de résilience très fort. On a doublé notre chiffre d'affaires pendant la crise de Covid. Donc, évidemment que oui, il y a besoin que les entreprises se mettent en chemin parce que c'est un facteur de résilience hyper fort. Et enfin, je crois qu'il y a aussi besoin de partager ces expériences pour continuer à enrichir ce modèle d'entreprise à mission ou de société à mission, pour lui donner un cadre peut-être européen encore plus large et pour faire en sorte qu'on fasse émerger en Europe un modèle différent du modèle américain et du modèle chinois. Voilà. Merci beaucoup. Il est 11h19. Merci à tous les trois. J'espère qu'ils auront contribué à éclairer vos questions sur ces sujets sans fin et vertigineux. Donc merci encore pour votre clarté, votre concision. Merci.